Bah oui, on s'est dit que l'actualité, c'était assez, à moins de parler de l'actualité de l'archéologie, de l'actualité de la France, mais alors de la France, d'avant la France et sur une période de temps extrêmement large. Et pour en parler, eh bien, nous sommes en compagnie d'Anne Loerf. Bonjour, vous êtes professeure des universités, vice-présidente du Conseil national de la recherche archéologique. Et puis alors, on vous doit un dictionnaire amoureux de l'archéologie aux éditions Plomb. Et à côté de vous, Dominique Garcia, bonjour, vous êtes Bonjour. spécialiste de proto-histoire, professeur d'archéologie, président de l'Institut national de recherche archéologique préventive, on va en reparler, et vous publiez La fabrique de la France, 20 ans d'archéologie préventive, c'est aux éditions Flammarion, mais tout d'abord, il faut que vous nous expliquiez, Dominique Garcia, ce qu'est cette archéologie préventive. Alors, il y a tout juste 20 ans a été promulguée une loi sur l'archéologie préventive qui permet en fin de compte à l'État de concilier des actions qui auparavant paraissaient contradictoires, c'est-à-dire l'aménagement du territoire, fabriquer presque le patrimoine de demain, et puis la préservation des vestiges anciens. Et donc aujourd'hui, les archéologues interviennent avec le contrôle scientifique et technique de l'État pour fouiller les sites archéologiques avant qu'ils ne sont détruits. Et donc, au fur et à mesure que notre pays s'aménage, au fur et à mesure qu'on construit des actes, des écoles, des maisons, on reconstitue l'histoire de la France avant la France, des origines jusqu'à nos jours. Mais alors, comme nous vivons dans un vieux pays, on imagine qu'à peu près partout, eh bien, il y a des Français d'avant la France parfois. Autrement dit, l'archéologie préventive, ça ne cherche pas uniquement des chefs-d'œuvre ou des monuments remarquables. Comment Alors non, vous y c'est prenez-vous? justement une archéologie qui est presque une éloge de l'ordinaire. On fouille partout en France, partout Ah, on aménage. Il faut savoir qu'en France, chaque année, on emménage à peu près 500 km². C'est environ un espace c'est un espace extrêmement large. Et les archéologues, sur ces 500 km², diagnostiquent, analysent environ 80 km² en endroits où on imagine que des vestiges peuvent être conservés. 80 km², c'est à peu près la superficie d'un département comme l'Aveyron. Et ensuite, on va fouiller ces espaces-là pour en extraire les données et ensuite raconter une autre histoire de France. Donc je parlais d'éloge de l'ordinaire parce qu'en fin de compte, les archéologues, dans ces travaux, trouvent des champs, des tombes, des objets du quotidien qui permettent sur la longue durée d'écrire une histoire de la vie économique, sociale et culturelle de ce territoire. et alors d'ailleurs, dans votre dictionnaire amoureux de l'archéologie, Anne Leherf, il y a une entrée préventive. Donc Oui, maintenant, c'est devenu important, ce terme, il est important pour votre profession. oui, c'est devenu un terme courant de l'archéologie d'aujourd'hui, puisqu'effectivement, comme le disait Dominique Garcia, les archéologues interviennent au quotidien sur les aménagements et collectent des informations de cette nature-là. Et oui, ce qui a permis, j'imagine, de faire beaucoup de découvertes, des découvertes un peu inopinées, mais que l'on n'aurait pas fait auparavant, alors que l'archéologie préventive n'était pas encore entrée ni dans les mœurs ni dans la loi. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a abordé du coup le terrain de manière un petit peu différente, avec des thématiques différentes et une emprise aussi sur le sol différente. C'est-à-dire on était plutôt sur des surfaces réduites et là, l'archéologie préventive, effectivement, ouvre le terrain de manière très large, ce qui permet d'appréhender l'occupation humaine de manière différente. Mais alors, l'archéologie préventive, elle doit imposer aussi de nouvelles règles, parce que moi, je pensais que lorsqu'on était sur des terrains qui étaient des terrains riches, dont on savait qu'ils étaient riches, il fallait au contraire éviter d'y toucher pour les générations futures. C'est notamment ce que disent les préhistoriens. Alors, c'est pas du tout la logique de l'archéologie préventive, Dominique Garcia, parce que vous intervenez avant les pelleteuses. Alors, on intervient avant les pelleteuses sur des sites qui n'étaient pas connus auparavant. C'est-à-dire des sites qui n'étaient pas classés, qui n'étaient pas monuments historiques, qui n'étaient pas signalés. C'est-à-dire qu'en fin de compte, chaque nouveau chantier est une nouvelle bibliothèque pour les archéologues qui est découverte. C'est un laboratoire à ciel ouvert qui s'installe. Et en fin de compte, comme l'acte archéologique est un acte qui démonte un site, Uhum. en fin de compte, quand l'archéologue a terminé son travail, quand il a fouillé strate par strate, un peu comme on tourne les pages d'un livre, à ce moment-là, le site à la fin est absent, il le restitue par l'étude, c'est ça le principe de l'archéologie préventive. Les objets enrichissent les musées en région, les archéologues écrivent des nouvelles synthèses et également on arrive à avoir une vision sur l'évolution de nos territoires grâce à cette archéologie-là. Alors, donnez-nous des exemples de fouilles en cours. Alors, il y en a beaucoup, puisque donc l'archéologue préventif, comme on l'a compris, intervient à chaque fois qu'il y a un gros
chantier. Mais actuellement, par exemple, qu'est-ce que vous fouillez, Dominique Garcia? Alors, en nombre, pour vous donner un exemple, cette année 2021, l'INRAP a réalisé plus de 2000 opérations, diagnostics et fouilles. Et donc, sur 20 ans, vous voyez, ça fait à peu près 40 000 opérations. C'est chaque fois des petites images, des petits pixels qui permettent d'avoir une vision un peu plus large. L'avantage de cette archéologie préventive, c'est qu'elle permet, en fin de compte, de couvrir des zones blanches. On a tous en tête, quand on parle de patrimoine, les villas romaines, les châteaux, les sites comme ça, qui marquent l'espace. Vous allez nous en reparler, mais... Oui, on va vous en parler, mais voilà, je en parle là, on a ce patrimoine qui marque les paysages. Or, autour de ces patrimoines qui sont aujourd'hui conservés, qui sont respectés, qui sont classés, il y a aussi tout ce qui permettait à ces patrimoines d'exister. Les terroirs, les activités économiques, les nécropoles, plus des approfondissements. Prendrons des exemples, mettons voilà le cas peut-être le plus emblématique, celui des Gaulois. On imaginait, on a tous en tête l'image d'Astérix, le village entouré de forêts. Grâce à l'archéologie préventive, on a pu voir que ces forêts étaient récentes et que sous les forêts se trouvaient des routes, des chemins, et que l'espace gaulois était un espace largement exploité et donc de fait qui pouvait attirer les convoitises, notamment de Rome. Et donc, oui, parce qu'en fait, ce que j'ai appris grâce à votre livre, c'est que les Gaulois étaient très urbains, en réalité. Alors le phénomène urbain prend naissance, la ville est en fin de compte un système récent dans l'histoire de l'humanité. Voilà, la ville existe depuis 10 000 ans, depuis 2600 ans dans le territoire français, et les Gaulois ont eu un premier essor urbain vers le 6e siècle avant Jésus-Christ, et un deuxième au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc là, le mode de vie urbain est en fin de compte un mode de vie relativement limité que les Gaulois vont exploiter. Mais alors, qu'est-ce que vous appelez justement une ville gauloise pour qu'on essaye de se représenter cela, Dominique Garcia? Alors, les villes gauloises sont souvent des villes qui peuvent se retrouver sous nos agglomérations actuelles et que permet de révéler l'archéologie préventive. Sous Nîmes, sous Lyon, sous Bourges, on retrouve les traces de ces agglomérations gauloises. Donc ça, c'est des premiers points. Plus des villes qui ont disparu, ce qui montre aussi que la ville n'est peut-être pas un objet le plus durable. Alors moi j'en ai une par exemple à Moulay. Alors Moulay, ça se trouve dans les Pays de la Loire, et puis alors apparemment d'après les reconstructions, donc il s'agissait d'une ville gauloise fortifiée, et on est très loin de l'image d'Épinal du village de Toit de Chaume perdu dans la forêt. Alors l'exemple de Moulay est un exemple extrêmement intéressant. C'est une ville importante qui avait un centre urbain, qui avait des zones artisanales ceinturées d'un rempart relativement puissant et qui a disparu totalement des cartes et qui a été retrouvé grâce à l'archéologie préventive. Ce qui montre que cet essor urbain, aujourd'hui où on s'interroge sur l'avenir de nos villes, peut être un moment aussi réduit. L'exemple de Moulay, on pourrait citer l'exemple de Bibracte en haut du mont Beuvray, dans le Morvan. On connaît un peu mieux, puisque on connaît un peu mieux, effectivement. Grâce à Mitterrand qui aimait beaucoup Bibracte. Effectivement, situé à côté de Château-Chinon. Et donc, on avait donc là à Bibracte une ville qui aujourd'hui se trouve sous les forêts. Donc, ce réseau urbain gaulois, pour certaines villes, a duré dans les agglomérations actuelles où on les retrouve, où on les fouille, et puis d'autres ont disparu sous les champs et sous les forêts. Mais alors, justement, d'ailleurs, cette disparition, elle pose question, si on reprend l'exemple de Moulay ou d'une autre ville gallo-romaine, on voit que vous les avez redécouverts au travers de fouilles d'archéologie préventive. Est-ce qu'on a des idées pour tenter de comprendre comment cette ville a disparu ? Alors, le réseau urbain gaulois avait sa propre logique liée à des phénomènes de contact, à des phénomènes commerciaux. Et quand arrive la romanisation, donc quand les Romains colonisent cet espace gaulois, eux, on va avoir leur propre logique commerciale. Certains centres urbains vont attirer les populations, d'autres vont perdre leur rôle politique et religieux et vont disparaître. Mais alors justement, comment vous expliquez ce grand remplacement des Romains? Parce que alors, les voies romaines sont restées, la voie augustinienne, elle est là, on peut la voir sur une carte de France. Et puis alors, ces villes, Moulay,
qui est un lieu charmant dans les Pays de la Loire, n'est pas resté comme étant un centre urbain important. J'espère que les habitants de Moulins ne m'en voudront pas de dire cela. Donc pourquoi les Romains se sont imposés là où nous, Gaulois, on a eu des difficultés apparemment à perdurer dans le temps? Alors on n'a pas eu à perdurer, on s'est plié au joug de la nouvelle politique romaine dans une cartographie qui était un peu plus large. Justement, l'archéologie préventive et l'archéologie qu'on réalise sur le territoire national permet à la fois d'analyser le rôle des sites à l'échelle locale et ensuite le rôle des sites à une échelle beaucoup plus importante. Et donc dans la géopolitique romaine, un site comme Moulins n'avait pas de place alors qu'il l'avait à la période celtique. Mais alors, est-ce que ça veut dire que nous vivons sous la logique romaine du point de vue des routes, par exemple, du point de vue de l'organisation du territoire? Parce que celle-ci est très visible. Les Romains se sont par ailleurs largement emparés des fleuves, les ont utilisés cela dans la physionomie qu'ils donnaient au territoire français. Alors justement, c'est ce qu'on essaie de pointer dans l'ouvrage. S'il s'intitule La fabrique de la France, c'est parce qu'on essaie de suivre sur la longue durée ce qui s'est transformé dans nos paysages, qui sont des constructions humaines, ce qui s'est transformé dans leur exploitation et également dans leur structuration avec la mise en place des villes. Donc dans cette vision un peu large, on voit les périodes de déforestation au néolithique, quand les populations se sédentarisent, quand on produit des champs, quand on abat des forêts. On voit la période gauloise qui est effectivement une période de grande exploitation pour les champs, mais également pour les mines. Et ensuite, on voit cette administration romaine qui va gérer cet espace en termes de colonisation. Anne Loerf. Oui, effectivement, c'est sur la longue durée qu'on aperçoit les phénomènes. Dominique Garcia évoquait le néolithique. La période suivante aussi a beaucoup bénéficié de l'archéologie préventive, donc l'âge du bronze, entre moins 2002 et 800 à peu près avant notre ère, qui est un monde plus discret, assez rural. Et donc l'archéologie préventive, en ouvrant un certain nombre de surfaces et en abordant les questions des territoires, et aussi avec de nouvelles méthodologies, de nouveaux moyens et de nouvelles manières d'aborder les vestiges, d'introduire par exemple le paléo-environnement, a permis justement... Donnez-nous des exemples justement de ce que vous avez découvert sur cette période-là, puisque j'imagine, alors l'écriture existe évidemment, mais j'imagine que les traces écrites, elles... Alors l'âge du bronze, dans ce qui devient la France, n'existe pas du tout. C'est-à-dire que on était analphabète à l'époque. C'est ça, il est très analphabète, c'est terrible. Mais justement, l'archéologie permet de les faire parler, ces gens qui n'écrivaient pas. Et donc, on a... la plus longue histoire de l'humanité est une histoire sans écriture. C'est bien pour ça aussi que l'archéologie est extrêmement précieuse, parce qu'elle donne la parole à ces gens à sa manière. Alors, on arrive par les nouvelles méthodes, depuis les développements de l'archéologie préventive, les méthodes de laboratoire qui étudient beaucoup l'environnement, à avoir une idée des plantes qui sont cultivées, des évolutions de paysages, des changements du littoral. Et puis l'archéologie préventive aussi investit sous les eaux et pas simplement sous la terre. Donc ça donne une vision quand même très très large et sur la très longue durée de cette évolution et des sociétés et de l'environnement dans lequel elles vivent et sur lequel elles ont un impact, évidemment. Et puis alors, on découvre des choses absolument merveilleuses. Par exemple, vous avez découvert, Dominique Garcia, une tombe étrusque en Corse. Alors, si ça avait été en Toscane, ça serait une histoire banale, mais là, en Corse, c'est très différent. Alors, les Étrusques n'étaient pas organisés en État-nation comme nous, c'était des cités-États. Et donc, il y avait des cités-États entre l'Arno et le Tibre, en Toscane, en Étrurie, traditionnelle. Mais il y avait également des cités-États étrusques qui se trouvaient de l'autre côté de la mer Tyrrhénienne, et en l'occurrence sur la côte occidentale de la Corse. Et donc, à Aléria, effectivement, récemment, l'INRAP a fouillé une tombe étrusque qui révèle qui est réellement sa place. Les Étrusques avaient en fin de compte un territoire, un archipel, et une de leurs cités était implantée sur la côte corse. Mais alors, lorsqu'on découvre ça, donc il y a les Étrusques, plus tard évidemment les Romains, on se
rend compte que finalement, les Gaulois étaient très casaniers, parce que eux, finalement, ils bougeaient pas tellement, Dominique Garcia. Alors, les Gaulois bougeaient moins, ils étaient connectés. Alors, on a découvert en Bourgogne la fameuse tombe de Vix, qu'on a tous en tête avec un cratère grec important. Alors là, il faut la présenter, cette tombe. Alors, on a trouvé, l'INRAP a fouillé récemment une tombe princière à Lavaux, près de Troyes, dans un secteur de zone commerciale, où on a retrouvé localement une tombe d'un prince celtique du 5e siècle avant Jésus-Christ, dans l'intérieur de laquelle on a retrouvé un mobilier riche provenant de la Méditerranée. Alors on le voit allongé sur son char, Oui. ce prince de Lavaux. C'est donc un mode de vie, si je puis employer ce terme, qui rappelle d'autres modes de vie à l'époque, mode de vie romain, peut-être un peu étrusque aussi. Il faut essayer de s'imaginer, c'est quelque chose d'assez compliqué, Dominique Garcia, ce qu'était la France avant la France, ces Gaulois, ou en tout cas les peuplades qui habitaient notre territoire à cette époque. Comment vivaient-ils? Comment était organisée leur société? Alors, dans le cas du prince de Lavaux, il faut le voir comme un prince qui n'est pas isolé dans sa campagne de Champagne, mais bien comme un personnage qui était connecté entre deux mondes. La Méditerranée, avec ses cités grecques et étrusques, et puis les rivages nord de l'Europe, dans lequel on retrouve les ressources en ambre. Et donc, lui était en fin de compte à mi-chemin, dans une zone d'interfluve, et permettait la connexion entre la Méditerranée et le nord de l'Europe. En fin de compte, cette période celtique, c'est la première fois où se dessine un espace euro-méditerranéen, et ces Celtes jouant en fin de compte un rôle d'interface entre les cités de la Méditerranée qui ont besoin d'esclaves, qui ont besoin de céréales, qui ont besoin de métal, et puis ces zones d'Europe qui sont capables de fournir cette matière. Et le prince, lui, tirait une plus-value de ces échanges commerciaux entre le sud et le nord. Alors le prince de Lavaux, c'est 5e siècle avant notre ère. Pas d'écriture. On sait dans quelle langue il s'exprimait? Alors, il parlait le celte, qui est donc un groupe de langues auquel le gaulois continental faisait partie. On a encore aujourd'hui, dans les toponymes, dans les noms de lieux, dans les noms de personnes, des témoignages de cette langue gauloise. Et puis, on en a aussi des traces d'écriture paradoxales, parce que si les Gaulois n'avaient pas d'alphabet, ils empruntaient parfois des alphabets aux Étrusques, aux Grecs et aux Romains, pour écrire leur propre langue. Mais d'ailleurs, on dit Gaulois, alors je ne parle même pas des Gaulois réfractaires, mais est-ce qu'on a, Dominique Garcia, l'idée d'une identité gauloise? Est-ce que ces Gaulois se pensaient comme un tout? Parce qu'il y avait les Allobroges, il y avait différentes tribus là aussi. A-t-on affaire à un ensemble homogène? Alors homogène, certainement pas. C'est des gens qui avaient la même langue, qui avaient la même religion, mais qui en revanche n'étaient pas regroupés sous forme de nations. C'était des cités qui étaient indépendantes. Et ce qu'on arrive à voir aujourd'hui, c'est qu'en fin de compte, on ne naît pas gaulois, on le devient. C'est justement la connexion. Toujours la même histoire. C'est toujours la même histoire. Vous avez parlé du terme d'identité. Tout à l'heure, vous disiez d'une France avant la France. En fin de compte, la France a toujours été là, où on la désigne de cette manière. Et les identités, en fin de compte, se construisent, évoluent à travers le temps. Et les frontières qui en dépendent évoluent aussi à travers le temps. Et alors, ce qui veut dire que ces Gaulois, finalement, ont été romanisés et ils sont devenus français à partir de cette romanisation. Alors, français, c'est un terme très intempestif et anachronique pour cette époque. Alors c'est anachronique bien entendu, mais en fin de compte, c'est tous ces éléments-là, en nous aujourd'hui, on porte à la fois des traces du premier sapiens qui est venu sur notre territoire et qui lui-même portait un peu de Néandertal, et il y a aussi dans ces cultures l'ensemble des populations qui ont traversé le pays. Bon, je vous interromps quelques instants, Dominique Garcia, La Fabrique de la France. C'est votre livre chez Flammarion, Anne Le Herff, Dictionnaire amoureux de l'archéologie aux éditions Plomb. On va s'interrompre quelques instants pour avoir des nouvelles des Gaulois, des Celtes et des autres peuples, car il est 8h sur France Culture. Nous sommes en compagnie de Dominique Garcia, spécialiste de proto-histoire, professeur d'archéologie, président de l'Institut national de recherche archéologique préventive, l'INRAP.
Vous publiez La fabrique de la France, 20 ans d'archéologie préventive chez Flammarion. Vous nous avez expliqué le principe de l'archéologie préventive. Anne Le Herff, vous êtes professeure des universités, vice-présidente du Conseil national de la recherche archéologique et vous publiez un dictionnaire amoureux de l'archéologie. Et alors, dans ce dictionnaire, à la lettre B, on trouve le site de Bibracte. Peut-être que vous pourriez évoquer avec nous ce site qui est cher au cœur des archéologues et des Français aussi. Alors, Bibracte, il est dans ce dictionnaire également parce que moi, j'y ai fait mes premières armes, si j'ose dire. Donc, dans un dictionnaire amoureux, je lui ai fait évidemment une place. Et c'est un site important parce que c'est un site qui a été redécouvert au 19e siècle, fouillé. Et donc, d'une certaine manière, il accompagne l'histoire de l'archéologie. Alors, pas préventive, mais l'archéologie, l'histoire de l'archéologie tout court, à travers différentes étapes. Donc, c'est un oppidum. On parlait des villes. Donc, c'est l'oppidum des Éduins, donc une ville gauloise qui a joué un rôle important, qui montre ce qu'est une ville, avec ses espaces publics, avec des ateliers de fabrication du métal, du verre, et donc qui montre une image de la société gauloise tout à fait intéressante, avec des remparts également, 2 types de remparts, enfin 2 différents remparts dans son histoire qui montrent l'ampleur d'une implantation de cette nature en plein Morvan aujourd'hui. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que, a priori, donc, on avait affaire à une cité fortifiée, donc qui devait résister probablement à des envahisseurs ou qui les redoutaient. Quels étaient-ils? Comment se déroulait la vie de nos ancêtres à Bibracte, Anne Le Herff? Alors, en fait, les remparts ont souvent 2 fonctions. Une fonction défensive, mais c'est également finalement une marque de prestige, de pouvoir, un marqueur tout simplement du territoire, parce que c'est imposant un rempart, et donc ça montre une puissance, et on en trouve chez les Gaulois, on en trouve bien avant, y compris à l'âge du bronze, y compris au néolithique, et ce n'est pas toujours dans le cadre d'une fonction défensive, mais voilà, pour montrer un petit peu son prestige. Et donc, ces populations qui vivaient dans les oppidas, un oppidum des oppidas, eh bien, c'était des populations urbaines associées à un territoire agricole dans un contexte d'échange, de commerce, de production artisanale. C'était très actif et en réseau avec à la fois la campagne, des fermes plus petites et puis d'autres oppidas, puisque tout l'ouest européen est couvert de ces villes. Et puis Dominique Garcia, alors je n'aimerais pas faire preuve de parisianisme, mais il y a eu aussi des fouilles à Paris, des fouilles en archéologie préventive, et notamment des fouilles sous les jardins publics. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Qu'est-ce que ça vous a permis de comprendre sur le passé de Paris? Alors aujourd'hui, la tendance est de réoccuper les espaces urbains pour économiser notamment les terres agricoles. Et partout en France, dans les villes, dans les bourgades, à l'intérieur de l'espace d'agglomération actuel, on retrouve des traces plus anciennes. C'est également le cas à Paris, où on a pu analyser les cours anciens de la Seine, de retrouver des traces d'occupation gauloise, notamment dans le secteur de Bercy. Et aujourd'hui, l'INRAP intervient régulièrement dans le jardin du Luxembourg, où on retrouve les traces du cœur de ville de Lutèce ancienne. Donc on arrive à retrouver une ville de la ville avant la ville sous les jardins du Luxembourg. Comme on fouille également aujourd'hui, où on étudie l'espace occupé par la cathédrale Notre-Dame. Et alors justement, qu'est-ce que ça permet de voir? Qu'est-ce que ça permet de retrouver? On sait que Paris obéit à un plan qui lui aussi a été fixé sur des voies romaines. On retrouve un peu la même architecture, la même physionomie de la ville. Ça permet de la reconstruire, de reconstruire son histoire. Alors son histoire et son économie. Les fouilles notamment du Luxembourg livrent beaucoup de ce que les archéologues appellent du mobilier, des traces de céramique, mais aussi des amphores. Et on s'aperçoit que si Lutèce n'était pas un espace urbain très important par rapport à Lyon, par rapport à Nîmes, en revanche, il était sur un nœud commercial
commercial déjà qui était bien en place, en bordure de la Seine, et qui recevait des productions de l'ensemble de la Méditerranée, voire même des limites orientales de l'Empire. Donc un endroit qui était bien placé d'un point de vue géographique, d'un point de vue économique, et qui ensuite, bien entendu, aura un poids important d'un point de vue politique. Alors, vous venez de parler de Lyon, et là aussi, on a des traces importantes du passé. Vous pourriez évoquer, par exemple, ces 839 tombes que vous avez découvertes sur la colline de Fourvière à Lyon, et qui permettent de comprendre comment une partie donc, de nos ancêtres sont devenus chrétiens. Alors bien entendu, c'est presque aujourd'hui un thème important, celui des religions, celui des pratiques funéraires. Le débat actuel politique ferait presque oublier que notre nation, c'est bien plus qu'une ethnie, c'est bien plus qu'une religion, et que l'histoire de France ne démarre ni à Vercingétorix ni à Clovis. Et en cela, l'archéologie permet de voir l'évolution du peuplement et l'évolution des pratiques religieuses. Dans les cas que vous citez à Lyon, on arrive à reconnaître la nécropole païenne et ensuite le démantèlement des mausolées païens pour la mise en place d'une nécropole chrétienne, probablement la plus ancienne au Bas-Empire connue sur le territoire national. Donc on voit les mêmes populations sur les mêmes lieux changer de rite, changer de pratiques religieuses, et l'archéologie arrive à en trouver les traces. Donc là, on est au VIe siècle. Oui. VIe siècle, c'est une période de bascule pour la France. C'est un peu après l'édit de Constantin. Exactement, c'est un moment où la religion chrétienne passe d'une religion interdite à une religion qui prend un caractère officiel. Et donc on retrouve des traces à Lyon, mais on en a récemment retrouvé à Autun avec des découvertes spectaculaires. Anne Le Herff. Oui, c'est vrai que les archéologues se penchent sur ces questions de religion et même sur la très longue durée. Alors avec par moments des nécropoles très, très fortes et de la donnée très concrète. Mais le sujet des religions est évidemment parce que les religions constituent quelque chose d'important dans les sociétés, les construits, les marquent. Et donc les archéologues essaient de se pencher sur la question des religions qui habitent les hommes depuis finalement les premiers humains qu'il y a. Et donc on s'intéresse, on essaie de comprendre même ce que peut être une religion pour les hommes du Paléolithique, Lascaux, Chauvet, et puis tout au long de l'histoire, parce qu'effectivement, ces religions évoluent, les monuments qui les accompagnent et qui les marquent évoluent aussi, et donc à travers ces traces matérielles, les archéologues ont la folie d'essayer, y compris pour les époques très anciennes, de mieux comprendre ce qui se passe dans les croyances humaines. Et alors justement, à cet égard, Dominique Garcia, il faut dire que l'on a trouvé des tombes musulmanes sur le territoire français à une époque reculée. Dites-nous comment vous y êtes pris et de quoi il s'agit. Alors, dans l'imaginaire collectif, la venue et l'implantation des Sarrasins dans le sud de la France demeurent liées à la bataille de Poitiers, qui est inscrite comme ça dans le roman national. Charles Martel arrête les Arabes en 732 à Poitiers. Or, les Arabes franchissent les Pyrénées dès les années 710 après Jésus-Christ, donc, et pendant au moins 2 générations vont occuper l'actuel Roussillon, le Languedoc et une partie de la Provence. Donc récemment, effectivement, à Nîmes, on a découvert une nécropole, celle d'une communauté large, avec donc des tombes chrétiennes classiques, et puis un petit ensemble, dans cette même nécropole, de tombes orientés différemment vers la Mecque, dans des logettes étroites, donc avec des corps mis nus dans ces espaces-là. Et les analyses de gènes ont montré qu'on avait affaire à des populations qui venaient de l'autre rive de la Méditerranée, en l'occurrence des Berbères. Et donc on a le témoignage là de pratiques musulmanes au sein d'une communauté majoritairement chrétienne, respectées, enterrées
auprès des autres et qui sont demeurés là, sans doute pendant plusieurs générations. Ces témoignages ne sont pas uniques. Près de Perpignan, à Russinot, on a trouvé des traces de cette présence musulmane. On a quelques mobiliers et on a même probablement pointé la présence d'une activité commerciale dans l'arrière-pays de Saint-Tropez, où on a un site qui servait un petit peu de comptoir. Et en lien avec ce site, on a même des épaves qui ont été découvertes, montrant un commerce avec la Méditerranée. Donc, vous voyez, Mais sur le plan de la religion, est-ce que l'on a retrouvé des... Alors, sur le plan de la religion, c'est peut-être là où l'archéologie est le plus faible. Les pratiques, quand elles sont connues, on les retrouve. Les rites, on ne les a pas en tant que tels. En revanche, ça nous montre que ces communautés étaient présentes, qu'elles ont vécu à côté ou avec les autres, parfois sans doute avec des conflits, mais sur la durée, et que donc elles ont marqué la... Quelle période? Alors, je vous dis, des années 710 aux années 750 avant Jésus-Christ. Après, qu'est-ce qui se passe Alors après, il y a une reconquête des Francs vers cet espace-là, et les populations soit chassées, soit éliminées, mais en tout cas, pendant 2 générations, elles ont participé à la vie, à l'exploitation de ces espaces. Anne Le Herff. Oui, en fait, c'est vrai que les thématiques aujourd'hui, il y a une vigilance en fait des archéologues à un certain nombre de sujets. Alors évidemment, l'archéologue n'est pas là pour prouver ou pour démontrer des idéologies ou des croyances, mais il est là pour enquêter, pour trouver les traces, pour nourrir la connaissance et pour essayer d'une certaine manière de n'oublier personne, c'est-à-dire d'avoir une attention à des vestiges que l'on n'avait peut-être pas forcément regardés et que l'on regarde aujourd'hui mieux, que l'on comprend mieux et qui permettent d'avoir une vision historique plus complète que ce que l'on avait précédemment. Et toujours dans le domaine des religions, on a aussi une archéologie du judaïsme en France. Ce sont des domaines qui n'étaient pas du tout travaillés jusqu'à présent et qui commencent à l'être de manière Alors là, c'est grâce à l'archéologie préventive essentiellement que ce dossier a été documenté. Une récente synthèse a été rédigée par Paul Salmona, parue à la découverte sur l'archéologie du judaïsme en France. Effectivement, il y a eu sur le territoire de l'actuelle France, au fil des siècles, des petites communautés qui ont vécu, se sont mobilisées sur des espaces, en fin de compte, presque de la période antique. On a des traces d'installation de communautés juives dès le IIIe siècle après Jésus-Christ, à Orgon, dans les Bouches-du-Rhône, où on a découvert une lampe avec une figuration de menorah. Récemment, à Arles, où on a découvert un sarcophage avec une inscription qui mentionne la présence d'une juive. Et puis, bien entendu, ces communautés ont existé dans cet espace-là jusqu'au XIVe siècle, puisqu'elles ont été ensuite chassées du domaine royal. Mais elles ont coexister et on les retrouve grâce à l'archéologie. Alors là aussi, pas tant au niveau des rites cultuels, mais dans les lieux qu'elles ont pu occuper, des lieux spécifiques, des synagogues ont été retrouvés dans plusieurs lieux de Midi. Alors peut-être Rouen est la plus emblématique. Rouen est la plus emblématique, effectivement. Associée à des synagogues, on peut retrouver des mikvés. On a retrouvé un... Mikvé, c'est un bain rituel. Un bain rituel juif. Sans doute un des plus bels exemples est celui de Montpellier, qui existe dès le XIIIe siècle. On en a découvert récemment à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Les équipes de l'INRAP ont pu révéler la présence d'un mikvé. Donc c'est en fin de compte des angles morts de notre histoire, des zones blanches qui sont aujourd'hui éclairées à l'archéologie pour montrer qu'au milieu d'autres communautés existaient des populations ayant d'autres pratiques religieuses. Anne Le Herff. Oui, en fait, on évolue dans notre regard. C'est intéressant aussi de voir que les archéologues, la pratique archéologique n'est pas une pratique figée, c'est une science vivante, c'est une science en mouvement et qui a cette vigilance finalement à faire évoluer les thématiques, à accorder une attention à des vestiges qu'on n'avait peut-être pas vus de cette manière-là ou négligés, en tout cas qui étaient restés plus modestes et dans l'ombre. Et aujourd'hui, on a cette attention au milieu des lacunes, parce que nous avons des lacunes et une hétérogénéité
de la documentation, à être plus complet, à n'oublier personne, si cela évidemment est possible. Bon, ça a aussi une dimension politique évidente, Dominique Garcia, dès lors que l'on voit que l'existence de tombes musulmanes, de lieux de culte juifs à des périodes reculées, donc à partir du... Donc vous évoquiez ce que l'on a trouvé à Nîmes au 7e, 8e siècle. 8e siècle pour les musulmans. Pour les juifs. Et pour les juifs dès le 3e siècle, dans des communautés très anciennes. Donc ça veut dire que on a affaire à un peuplement qui, sur le plan religieux, est évidemment pluriel en France. Il est pluriel, il est ancien, et ces communautés ont façonné le territoire, ont façonné les structures urbaines, les cultures matérielles, à côté d'autres communautés. Ce qui veut dire aussi que lorsque l'on continue à balayer ce que l'archéologie préventive a permis de retrouver, alors là, on s'intéresse aussi de plus en plus au mode de vie avec, par exemple, des recherches sur les arts de la table. Alors oui, bien entendu, en fin de compte, les textes sont, on le dit souvent, partiels et partiaux. Et donc l'archéologie permet de documenter les manières de vivre, ce que l'on consommait, dès les périodes anciennes jusqu'aux périodes récentes, grâce aux objets, grâce aux analyses qui sont faites sur les graines, sur les pollens. Donc en fin de compte, on écrit de nouvelles histoires, des nouvelles pages de notre histoire, grâce à ces approches archéologiques. On a même aujourd'hui une archéologie des jardins, retrouver les traces des anciennes formes des jardins dans les châteaux Renaissance de la vallée de la Loire. On a récemment travaillé à Chambord, on doit travailler sur d'autres sites. Qu'est-ce que ça a permis de découvrir? Est-ce que ça veut dire que les jardins de Chambord tels qu'on les voit aujourd'hui? Bien entendu, ces jardins eux-mêmes ont évolué, ont été modifiés, et d'en faire une archéologie permet en fin de compte d'en trouver le tracé ancien, le tracé primitif. Oui. En fait, on a, grâce à l'archéologie, une vision sur tous les sujets. Tout à l'heure, on parlait de religion, on pourrait parler de migration, sur la longue durée. Et c'est aussi un des intérêts de l'archéologie, c'est-à-dire qu'on est à la fois à une échelle temporelle sur la très longue durée, et en même temps, le regard que l'on porte est un regard à hauteur des hommes et de leur quotidien, puisqu'effectivement, on va regarder les graines, les traces de préparation alimentaire qu'on a dans les fonds de céramique. Donc on est au niveau du repas, on est au niveau du très concret. Alors évidemment, quand on a des sources écrites, c'est un regard complémentaire, mais ça veut dire aussi que pour tout ce très long passé que l'on a avant ou que l'on a sans texte, on a évidemment ces informations très précieuses d'une réalité du quotidien qui n'est pas forcément documentée, quelle que soit la période. Qu'est-ce que ça vous a permis de revisiter sur le plan historique? Parce que donc on voit bien que sur ces périodes-là, sur les périodes, disons, jusqu'au 6e, 7e siècle, on était dans des zones où les documents mécaniquement manquent. Qu'est-ce que ça a permis de revisiter, Dominique Garcia, sur le passé de la France? Notamment l'économie, c'est-à-dire qu'on arrive à retrouver aujourd'hui les vignobles, par exemple, de la période grecque, gauloise, romaine. On retrouve les mines, on retrouve les carrières. Donc, en fin de compte, on retrouve ce qui fait un pays, ce qui le façonne, la fabrique de la France, l'économie, la culture, la société, et pas uniquement les centres urbains, les centres de pouvoir, les monuments qui existent, que l'on prend en considération, mais qui sont là complétés par ces sources nouvelles. Ah oui, par exemple, Reims. Oui, alors à Reims, on a pu découvrir... On a trouvé des tonneaux à Reims. Oui, on a découvert des tonneaux qui témoignent d'une activité commerciale importante. Et même aujourd'hui, les études sur les carporestes, sur les pépins de raisin découverts dans la région, permettent justement de montrer le moment entre l'Antiquité et la période moderne où la production de champagne a été implantée. Pour résumer, on avait l'introduction de la vigne dans cette région par les Romains, mais ensuite c'est ce qu'on appelle le petit âge glaciaire au Moyen-Âge qui a obligé à modifier le type de cépage et qui a permis aujourd'hui la production de ce vin produit et diffusé mondialement. Mais alors, la physionomie du territoire a-t-elle beaucoup changé? Parce qu'on évoquait Bibracte, donc, qui était une ville importante, et aujourd'hui qui est une ville un peu moins importante, Anne-le-Herff. Il y a donc...
Paris, qui aujourd'hui est la capitale de la France et qui hier n'était pas une ville aussi importante. Qu'est-ce que l'on peut imaginer comme représentation de ce territoire? Alors les représentations, on les lit mieux à l'échelle régionale. Ça permet de voir effectivement des fonctionnements sur des territoires. Et donc aujourd'hui, quand notre pays se redessine avec les nouvelles régions ou les nouvelles agglomérations, ça permet de redonner aussi du contenu historique à ces nouveaux espaces tels qu'on les redessine. Mais est-ce que ça veut dire que, par exemple, moi on m'avait dit que les fouilles montraient qu'il y avait probablement une densité, une richesse plus forte dans la France du Nord que dans la France du Sud. Ça veut dire que l'attirance pour le soleil était moins forte auparavant probablement. Mais est-ce que vous êtes capable de dire finalement comment l'ensemble du territoire a évolué, Dominique Alors bien Garcia? entendu, sur les aspects démographiques, la première ville créée sur notre territoire, c'est Marseille, en 600 avant Jésus-Christ par des Grecs. L'attrait pour ce secteur est lié à la présence grecque et romaine en Méditerranée. Et ensuite, effectivement, il y a des ressources qui existaient dans notre espace, l'étain, l'ambre, qui ont permis ou ont suscité les conquêtes à différentes périodes. Mais on voit justement une recomposition de l'espace au fur et à mesure, et pas forcément une vision unitaire. Anne Oui. Le Herf. Là aussi, c'est vrai que j'évoquerais peut-être l'environnement et la longue durée. C'est vrai qu'on imagine une France parfois un peu figée, un peu comme si elle était aujourd'hui et immédiate, alors que il faut s'imaginer qu'il y a il y a 8000 ans, pratiquement, enfin 10 000 ans. En moins 8000, on pouvait passer de la France à l'Angleterre, par exemple, que le niveau ensuite est remonté, que ça s'est créé, que les littoraux ont bougé, les paysages, l'homme est devenu agriculteur et donc évidemment il a changé les paysages. Dans le Nord, il n'a pas développé le vin tout de suite, il a plutôt développé la bière, on en a dès le néolithique. Ces populations mangeaient déjà du fromage, comme quoi ça ne date pas non plus tout à fait d'hier. Donc il faut effectivement imaginer. Il y a très longtemps, finalement, Jacques Le Goff parlait d'un très long Moyen-Âge. Les archéologues peuvent étendre même ce concept à des périodes très, très anciennes, avec un territoire où l'homme met son empreinte de manière très, très précoce. Et alors, à contrario, Dominique Garcia, qu'est-ce qui reste à découvrir? Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a encore d'énigmatique, de mystérieux? Qu'est-ce que vous aimeriez trouver si vous deviez nous dessiner à grands traits ce que pourrait être un programme de recherche en archéologie Alors aujourd'hui? aujourd'hui, les grands défis sont sans doute dans l'espace maritime. Anne Le Herf le soulignait, dans les périodes anciennes, on pouvait traverser la Manche à pied, c'est-à-dire qu'il y a des occupations néandertaliennes dans ces espaces-là. On a aujourd'hui des projets d'implantation de câbles sous-marins, de parcs éoliens. Ce sont là des espaces qui étaient préservés de l'aménagement, qui aujourd'hui peuvent être chamboulés par cet aménagement du territoire et pour lequel on a des ressources archéologiques qui nous permettront d'aller bien loin. Quand on sait que pour voir la grotte Cosquer, il faut aller à 30 mètres au-dessous du niveau de l'eau, on peut imaginer qu'il y a d'autres vestiges, d'autres sites de ce type-là qui restent à découvrir. Donc là, on a les mondes sous-marins, les zones boisées sont des espaces sans doute sur lesquels on a aussi à chercher, à découvrir pour compléter ce puzzle. Et oui, les zones boisées, le paysage en tant que tel peut faire partie de ces recherches, de la manière dont on peut tenter de le recomposer, Anne Le Herf. Oui, les paysages, l'environnement, les littoraux, on parlait des espaces maritimes, c'est vrai que cet espace très particulier que constitue le littoral, et puis la manière de circuler en fait des hommes, puisque l'homme circule depuis toujours, c'est d'abord un marcheur, c'est d'abord un individu mobile qui se fixe petit à petit mais jamais complètement, et donc c'est intéressant de voir non seulement comment il s'approprie le paysage, mais comment finalement il circule aussi d'un endroit à l'autre, comment il aménage ces circulations et les raisons qui le poussent à continuer effectivement à bouger et à échanger et à rencontrer l'autre. Mais alors, justement, par rapport à cela, là aussi, de quoi dispose-t-on aujourd'hui au travers des recherches sur, par exemple, les littoraux ou bien sur les forêts et leur évolution, Anne Le Herf? Alors sur les littoraux, on a des implantations, par exemple, on a des implantations humaines tout simplement de vie, mais on a aussi par exemple des pêcheries en Normandie ou en Bretagne, donc des systèmes d'aménagement
Alors ce sont évidemment des interventions archéologiques un petit peu compliquées dans des pays où on est avec l'eau qui vient affleurer, des marées, des circonstances parfois un peu compliquées, les tempêtes aujourd'hui qui se multiplient et qui abîment les sites. Donc c'est une archéologie parfois un peu difficile, mais qui montre justement ce lien très particulier finalement entre l'homme, le littoral et la mer, qui est un espace évidemment qu'il ne faut surtout pas oublier dans l'histoire de l'humanité. Ça donne aussi une vision extrêmement continuiste de l'histoire, Dominique Garcia, avec finalement la manière dont les hommes ont vécu de différentes manières, avec une vision peut-être beaucoup moins forte de l'effondrement des empires, puisque on a vu comment les Lyonnais étaient devenus chrétiens, comment on a des tombes musulmanes à Nîmes, comment on peut avoir un bain rituel à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Bref, c'est une vision qui est finalement une vision beaucoup plus continuiste de l'histoire. Sans doute, et en tout cas qui gomme un petit peu les éléments trop ancrés dans le roman national. Les hommes forts, les dates clés. Derrière les hommes forts et derrière les dates clés, il y a des populations et il y a des événements au quotidien. C'est ce qu'on perd. On a parlé de l'Hexagone, on pourrait aussi parler des fouilles qui sont réalisées à La Réunion, aux Caraïbes, à la Guyane, qui permettent aussi de connecter des espaces et qui permettent de comprendre comment d'autres populations ont vécu et se sont développés. Il y a aussi une référence d'ailleurs à Marc Bloch, Anne Le Herff, dans votre dictionnaire amoureux, parce que justement, Marc Bloch permet de voir comment l'histoire, elle se fait donc sur la longue durée, avec des visions, donc effectivement, comme le disait Dominique Garcia, distinctes des grands hommes, avec d'autres méthodes historiques. Oui, enfin, l'archéologue est un historien de la matérialité, est un enquêteur du passé grâce à toutes ces traces, que ces traces soient effectivement des traces modestes et ténues ou des monuments plus importants. Mais c'est un historien et c'est vrai que, enfin, du coup, voilà, on a cette communauté de perspectives et de recherche, de vouloir comprendre et nourrir la connaissance du passé, nous, avec l'archéologie, et puis d'autres avec les textes, mais tout ça va effectivement dans le sens d'une meilleure compréhension plurielle où la diversité a toute sa place pour éviter évidemment les visions un peu réductrices de l'histoire humaine. Là aussi, qu'est-ce que ça a permis de combattre comme erreur, Dominique Garcia ? Alors, les erreurs qui peuvent être combattues, c'est peut-être plus simplement et la proximité. C'est-à-dire cette histoire, quand on la pratique, quand on fait de l'archéologie préventive, on la fait sur l'espace au complet, au plus près des aménagements, et donc il y a une proximité entre le passé et ce qui est aujourd'hui aménagé. Et donc les citoyens le voient. Nos fouilles, voilà, plus de 2000 par an, conduites par l'INRAP, c'est des fouilles qui sont visibles par tous les citoyens, en milieu urbain, en milieu rural, demain sur le tracé du Grand Canal dans le nord de la France, à l'emplacement de ZAC, de zones logistiques, et peut-être si la loi climat et résilience est pleinement appliquée, avec un retour des fouilles plus dans les centres urbains, si on veut économiser les terres agricoles. Merci à tous les deux. Dominique Garcia, je renvoie à La Fabrique de la France, votre livre aux éditions Flammarion, Anne Le Herff, Dictionnaire amoureux de l'archéologiste aux éditions Plot.